Voilà, on vous souhaite la bienvenue. Nous allons vous parler de l'enseignement. Je vous précise tout de suite, avant qu'on se présente les uns et les autres, que nous travaillons tous pour l'enseignement privé catholique, donc l'enseignement sous contrat, mais que tout ce qu'on est amené à vous dire aujourd'hui, ça concerne aussi l'enseignement public, puisque le cursus de formation est le même. Voilà. Donc vous y trouverez aussi votre bonheur si votre rêve, c'est l'enseignement public. Alors, tant qu'à faire, puisque j'ai le micro, je le garde. Martine Guingel, je suis actuellement responsable du service des ressources humaines pour l'enseignement catholique des Hauts-de-Seine. Et à ce titre, je recrute des professeurs, des remplaçants et tous les gens qui sont en train de nous manquer. Alors, nous sommes ravis de vous voir. On espère que vous ne changerez pas d'avis d'ici la fin de vos études, parce que croyez bien que si le parcours n'est pas facile, il y a une chose de sûre, c'est qu'à l'issue du parcours, vous aurez du travail. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Bonjour, je suis Sylvie Lacroix, donc toujours enseignante, mais également responsable d'un master à l'ISFEC, qui est en fait l'Institut de formation initiale de l'éducation catholique pour l'Île-de-France. Et donc effectivement, comme vous l'a dit Martine, l'enseignement, c'est un travail et un travail à vie. Donc bien entendu, vous pouvez en sortir quand vous le souhaitez, mais oui, la preuve, nous sommes la preuve tous les deux, tout en ayant quand même gardé un pied, mais c'est tout de même, par les temps qui courent, un travail que vous pouvez effectivement garder toute votre vie, en y trouvant toujours des joies, hein, des plaisirs, et également finalement beaucoup de satisfaction. Bonjour à tous, alors je m'appelle Laurence Damin, je suis professeure des écoles depuis 10 ans maintenant. Donc j'ai commencé en primaire et puis depuis 4 ans, je suis professeure en moyenne section. Voilà, donc oui, tout à fait. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les missions de l'enseignant et surtout vous expliquer que faire, quel cursus suivre pour devenir enseignant. Alors je répète, effectivement, que vous souhaitiez devenir enseignant dans l'enseignement public ou dans l'enseignement catholique, privé catholique, sous contrat, le cursus est exactement le même. Les concours sont les mêmes, sauf qu'effectivement, à l'inscription, vous devez opter enseignement privé ou enseignement public, et vous pouvez suivre les formations, que ce soit dans les universités publiques ou les universités privées, et en particulier l'ICP dont nous dépendons. Alors, comme vous le voyez, les missions de l'enseignant, c'est bien entendu instruire, éduquer et socialiser. Instruire, vous le savez, c'est très très clair. Éduquer et socialiser, eh bien, c'est aussi ce qui fait toute la grandeur et l'intérêt de notre métier. C'est que nous ne sommes pas là simplement pour effectivement remplir les têtes, mais nous avons aussi une mission éducative extrêmement importante. Et c'est à nous que revient en particulier la mission, avec bien entendu l'aide des parents et des aides éducateurs, c'est à nous que revient la mission de former des citoyens et des citoyens du monde. Devenir enseignant, ça vous paraît peut-être difficile actuellement parce qu'effectivement, nous sommes dans une période de réforme dont on ne voit pas la fin. Cependant, c'est vrai que les grands principes vont rester tels que je vais vous les exposer. Pour enseigner, il faut maintenant Bac+5. Alors, tout d'abord, obtenir une licence. Et cette licence, eh bien, vous pouvez la faire dans pas mal de domaines. On va peut-être séparer un petit peu premier degré et second degré, et après je vous expliquerai quel est finalement le parcours le plus intéressant à faire et qui vous donnera plus de chance, parce que très certainement, eh bien, si vous êtes encore au lycée, vous ne savez peut-être pas de façon encore sûre si vous souhaitez être vraiment professeur des écoles
ou bien professeur dans le second degré. Nous disons professeur dans le premier degré ou professeur dans le second degré. Dans le second degré, en principe, on n'enseigne qu'une seule discipline, une seule matière. Ce qui se passe à côté, c'est un peu désagréable. Alors, en théorie, effectivement, n'importe quelle licence peut convenir pour devenir professeur du premier degré. Mais on vous recommande tout de même de plutôt choisir une licence disciplinaire, évidemment dans une discipline qui vous intéresse, et là où vous êtes fort, vous aimez les mathématiques, vous y réussissez très bien, et vous vous dites pourquoi pas, pourquoi ne pas enseigner les mathématiques, ou bien l'histoire-géographie, l'espagnol, etc. Mais vous pouvez également choisir une licence beaucoup plus large, psychologie, sociologie, philosophie, tout en sachant néanmoins que le concours de professeur des écoles va évidemment porter sur les disciplines que vous aurez à enseigner, c'est-à-dire les disciplines scolaires, français, maths, histoire, etc. Et donc, il ne faut pas perdre de vue ces enseignements-là, il faut garder le contact avec les enseignements de l'école. Et donc, si vous faites une licence de psychologie ou de sociologie, il faudra essayer de garder quand même un peu d'anglais ou dans le cursus, continuer à vous cultiver, ne pas oublier que vous avez fait des maths à un moment donné de votre vie et que quand vous passerez le concours de professeur des écoles, on vous demandera. Alors, on vous demandera un niveau 3e, mais un niveau 3e quand même, un bon niveau de 3e. Donc ce qui veut dire qu'il faudra vous replonger dans les mathématiques et donc il faut y songer. Voilà. Alors, quelques attestations supplémentaires auxquelles il est bon de penser avant de le faire l'année du concours. Une attestation en secourisme quand on veut être professeur des écoles et un brevet de natation. Et, je le redis, ne pas oublier son niveau de langue étrangère, au moins sur une des langues étrangères, puisqu'on vous demandera une attestation, le niveau B2, on vous demandera cette attestation. Bien entendu, si vous n'êtes pas tout à fait au point, il y a des cursus spécialisés en faculté pour vous remettre à niveau. Mais il faut, au moment où vous êtes en master, mais il vaut mieux quand même arriver en master en étant un petit peu à l'aise dans ce domaine-là. Et passer le C2I, c'est-à-dire une certaine maîtrise des TIS. Oui. Alors, le C2I, c'est la maîtrise du numérique, c'est-à-dire une certaine maîtrise des outils numériques. Vous savez que maintenant, vous allez avoir du mal à enseigner sans rétroprojecteur ou sans tableau numérique interactif. Alors, il n'y en a pas encore partout, mais d'ici à ce que vous arriviez en classe, normalement, vous aurez le matériel. Tout à fait. Vous voyez, par exemple, eh bien, en tant qu'enseignante, ici, dans mes classes, je suis amenée à faire des PowerPoint et évidemment, dans ma vie professionnelle de formateur, je dois utiliser Excel, savoir parfaitement me servir de ma boîte mail, etc. Donc, pour le second degré, bien entendu, vous enseignez une ou deux disciplines et donc vous faites un parcours de licence dans la discipline où vous souhaiterez enseigner. Vous avez envie de devenir professeur de lettres, vous faites un cursus de lettres, vous préparez une licence de lettres. Et bien entendu, il faut continuer à cultiver son niveau en langue étrangère, celle de son choix, passer ce fameux C2I, c'est-à-dire montrer une certaine maîtrise de l'outil numérique, et continuer à entretenir sa culture générale, car cela fait partie évidemment de ce qui est demandé au concours. Dans tous les cas, si dans la licence que vous choisissez, vous avez déjà un petit parcours de pré-professionnalisation qui vous est proposé, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le choisir, n'hésitez pas à aller faire un petit stage pour conforter votre projet. Je crois qu'il est important que vous alliez faire un tour dans une classe avant de vous lancer dans le concours. Voilà. Parce que c'est un métier passionnant, vous y trouverez beaucoup de joie, mais enfin, voilà. On a dit que c'est le plus beau métier du monde, on ne vous a pas dit que c'était le plus facile. Hein, donc, ne manquez pas les stages, si vous voulez être enseignant.
Alors, sachez que si vous avez fait une licence tout à fait classique, parce que vous n'étiez pas du tout sûr encore de votre choix, de toute façon, en master, on vous proposera. Alors, master, c'est-à-dire qu'après cette licence, eh bien, si vous souhaitez toujours devenir enseignant, vous allez pouvoir choisir les masters enseignement M1, M2. Donc, dans toutes les facultés, y compris le privé bien entendu, le privé catholique, vous offre la possibilité de suivre ces masters de professionnalisation où on vous prépare à la fois au concours, il faut le réussir ce concours, mais également on vous prépare à tenir une place. C'est-à-dire qu'on vous offre la possibilité de suivre plusieurs stages qui vous permettent à la fois de conforter votre projet, mais également d'acquérir une certaine expérience. Et croyez-moi, c'est vraiment très très bienvenu. Et donc, en particulier, la réforme semble aller dans le sens, on ne peut pas être là aujourd'hui, oui, on ne peut pas être très précis parce que les lois ne sont pas encore sorties, on a simplement des avancées, mais très visiblement, le concours se passera en 4e année, c'est-à-dire à la fin du Master 1, et en Master 2, parallèlement, eh bien, vous passerez votre Master 2, puisque le niveau bien entendu, M2 est nécessaire pour devenir enseignant. Et ceci, c'est de façon à pouvoir rentrer dans ce qui a été décidé sur le plan européen. Donc ça ne changera certainement pas. Et donc, en fin de Master 2, vous aurez en principe l'oral d'un concours à passer et vous deviendrez vraiment enseignant. Et il est question, mais ce n'est pas sûr, de commencer à rétribuer au moins en partie les étudiants dans l'année de Master 2. Alors qu'aujourd'hui, c'est effectivement la 6e année, c'est-à-dire après le concours, que l'on est rétribué en tant que professeur stagiaire. Alors, sachez aussi que vous pouvez rentrer dans l'enseignement par le biais des suppléances. Et voilà. Alors, par le biais des suppléances, normalement, on peut vous accepter à faire des suppléances à partir du moment où vous avez une licence. Personnellement, je freine un peu, parce qu'il faut savoir qu'à ce jour, si vous n'avez qu'une licence, il faudra qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, vous retourniez en université pour faire votre M1, passer votre concours et suivre votre M2. Donc actuellement, moi je recrute plutôt des personnes en suppléance qui ont un M1 de façon à être en position de passer le concours. Sinon on vous met sur une voie de garage. Voilà. La suppléance étant une bonne façon de faire connaissance avec le métier, à condition de rester dans une dynamique concours, parce que ce n'est pas un métier stable. Monsieur? Oui. 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 Elle a fait quelle école de... Qui est-ce? On va faire dénoncer les copains. C'est pas chez moi, ça c'est clair. C'est une plaisanterie. Je suis surprise, oui. Alors, la règle en Ile-de-France que nous avons établie, c'est que pour les suppléances, on s'adresse dans le département où on habite. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes bloqué après dans le département, c'est simplement pour éviter à vous 3 fois les démarches et à nous 3 fois le travail. Tout simplement. Après, on peut étendre. Bon, je peux vous dire que dans les Hauts-de-Seine, j'aurais pas dit ça. Voilà. Mais là, il faudrait... Non, mais il faudrait que si vous voulez, je ne peux pas vous répondre plus précisément parce qu'il faudrait que je vois le CV de votre fille. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi il vous a répondu ça. À mon avis, effectivement, avec ce diplôme de type scientifique, moi, j'aurais pas refusé votre fille en maths et en physique. Voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire comme ça, a priori. Maintenant, il faudrait que j'ai un CV, c'est clair. Non, 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 non. Les sites des directions diocésaines. Les sites des directions diocésaines. Voilà. Oui. Non, là, voilà. Madame? Non, non, non. Non, alors, en suppléance, non. En suppléance, on vous demande d'avoir le diplôme dans la discipline que vous voulez enseigner. Pour une raison très simple, c'est quand vous avez passé le concours, vous avez prouvé vos capacités, il est assez sélectif pour ça, surtout en secondaire, c'est clair. En revanche, la seule garantie que les chefs d'établissement aient de votre compétence, c'est votre diplôme universitaire, donc on vous le demande. Alors après, ça c'est valable pour les personnes qui ont fait un parcours classique. Vous avez une licence, un master de lettres, vous allez enseigner les lettres, un master d'histoire, vous enseignerez l'histoire et la géographie. Ouais, pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais quand il s'agit de personnes qui changent d'orientation quelque part, c'est-à-dire que vous avez un diplôme d'une grande école de commerce, un diplôme d'une école d'ingénieur, à vous de voir à l'aide des programmes ce que vous êtes capable d'enseigner, parce qu'après tout, vous pouvez être capable d'enseigner les maths et pas la physique, et ce que vous avez envie d'enseigner. Parce que je crois que dans le secondaire, on n'est pas bon prof si on n'aime pas la discipline. Si on n'a pas envie de transmettre la discipline, on ne va pas être terrible. Voilà. Alors à vous de regarder. Après, effectivement, moi j'ai pas d'obstacle, et c'est d'ailleurs les critères sur lesquels nous sommes mis d'accord. Non, cela dit, si vous suivez le M1, M2 enseignement, vous êtes en train de passer votre concours. Donc, non, non, ouais. Mais ce ne sont pas les collègues de l'enseignement privé catholique qui étaient à ce forum-là. Oh, vous me rassurez. J'ai eu peur. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Non, non, mais ça pose pas. Non, non. Alors, ça pose pas de problème. Bon, si c'est les collègues du public, à mon avis, avec la pénurie qu'ils ont, qui est encore pire que la nôtre, je vois pas bien leur politique, mais là, voilà, je sais pas. Il faut vraiment que vous sachiez que effectivement, vous aurez du travail. Moi, vous pourrez effectivement nous interroger sur le cursus. Moi, ce que j'ai envie de vous ajouter, c'est ne vous laissez pas avoir par le discours ambiant. Vous avez dû vous remarquer qu'à chaque fois que les profs font la une du journal télévisé, c'est dans 5 cas bien précis. 1, le prof s'est fait taper dessus. 2, il est pédophile. 3, il est en grève. 4, il est mal payé. Et depuis 3 ans, 5 en plus, il n'est pas formé. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand même. Voilà. Bon. Moyennant quoi, après un message aussi positif, tout le monde part en courant. Non, voilà, non, je pense que c'est un chouette métier. Moi, je le regrette, ça c'est clair, même si l'enseignement catholique m'a appelé à faire autre chose, mais c'est bien. Donc, vous ne laissez pas aller voir pour le discours ambiant. Je donnerai bien la parole à Laurence, qui peut vous parler de son plaisir d'enseigner. J'espère qu'elle ne va pas me dire le contraire. Ah non, 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 non. Moi, j'adore mon métier, je peux vous dire. J'adore mon métier parce que j'ai eu, depuis ma plus tendre enfance, des profs aussi qui m'ont donné envie de faire ce travail. Donc, pour moi, en fait, je vais vous dire un petit peu ce que je ressens. Donc, être enseignant dans l'enseignement catholique, parce que je parle de l'enseignement catholique, c'est exercer donc avec les enfants un travail d'équipe. On a beaucoup de projets aussi en école.
Et on essaie aussi de faire grandir les enfants du point de vue intellectuel, physique bien sûr, social et spirituel. Voilà. Donc être enseignant dans l'enseignement catholique, c'est aussi inscrire son exercice professionnel dans une équipe pédagogique, c'est vrai, je viens de vous le dire, mais on essaie aussi d'établir, et c'est très important, un climat de confiance avec les parents. Moi j'ai plusieurs verbes, il y en avait 3 tout à l'heure, moi j'en ai plusieurs, je vais peut-être compléter aussi. Bon, c'est vrai qu'enseigner, éduquer, instruire, oui, transmettre. Pour moi, enseigner, c'est aussi accompagner les enfants, accompagner les parents aussi. C'est travailler en équipe, parce qu'on n'est pas tout seul. Je ne suis pas tout seul dans l'école. Et on travaille énormément en équipe. On travaille énormément avec le chef d'établissement, avec la direction diocésaine aussi. Voilà la preuve aujourd'hui. C'est construire des projets, pour moi aussi, au quotidien. On s'engage, et on s'engage à vie. C'est croire en l'avenir. Et donner du sens aussi. Voilà. Alors, bon, moi, le choix pour l'enseignement catholique, j'ai pas choisi le public tout simplement parce que depuis ma plus grande enfance, j'ai toujours été dans le privé. Donc, quand il a fallu faire un choix, eh bien, comme je ne connais pas l'éducation, enfin, ce qui est transmis, je ne regrette pas, je ne connais pas ce qui est transmis dans le public, mais pour moi, ça semblait une évidence d'aller dans le privé. Donc, ce qu'a apporté l'école catholique, c'est déjà un équilibre. Parce que depuis mon plus jeune âge, eh bien, je me suis construite avec l'enseignement catholique, avec les profs qui m'ont entourée. Eh bien, ce métier, je le fais en toute sérénité. Je suis contente le matin d'aller travailler. Je suis contente quand je reviens le soir parce que j'ai passé une bonne journée. C'est très important parce que j'ai jamais eu la boule au ventre pour aller travailler. Je suis vraiment très sereine et très contente du métier que je fais. Donc je vous ai parlé aussi du travail avec toute l'équipe et moi j'ai la chance de travailler dans une école où règne la bonne humeur et c'est très très important parce que cette humeur aussi eh bien, va avoir un effet sur les enfants. Hein. Nous travaillons aussi dans notre école, les petits travaillent avec les grands. Et moi j'ai la chance là, de travailler en moyenne section. Et je travaille beaucoup, on fait aussi passer les enfants, des petits, on travaille avec les grands. On n'est pas uniquement dans notre petit coin. Donc, nous sommes toujours formés, parce que c'est vrai que tout à l'heure, ça n'a pas été évoqué. Étant en poste, nous avons tout le temps aussi besoin d'être formés. Et là, j'ai 4 formations dans l'année d'ailleurs, je me suis inscrite à 4 formations, dont une qui a encore eu lieu mercredi et jeudi. Parce qu'on a toujours besoin aussi, une fois qu'on est en poste, et ben c'est pas, voilà, j'ai réussi ma formation et je ne me forme plus. On est toujours aussi en train de se former, on a beaucoup de chance d'avoir dans notre diocèse beaucoup de formations qui nous sont proposées et qui nous aident aussi. Donc là, ça nous permet aussi de conforter un petit peu nos points de vue, on discute beaucoup, c'est très bien. Moi, j'avais aussi fait une petite liste de qualités pour moi qui sont requises. C'est la patience. Il faut avoir beaucoup de patience pour faire ce travail, surtout moi en maternelle. La motivation. Le don de soi. Il faut aussi être dynamique. Il ne faut pas arriver le matin en se disant oh là là, encore une journée à passer, oh là là, ça va être terrible. Non, non. La bonne humeur, surtout avec les enfants, parce que vous savez, les enfants, quand ils vous voient sourire, eh bien, ils sont contents, ils sourient aussi, mais s'ils vous voient triste, eh bien, ils vont se dire, oh, ben, c'est peut-être à cause de moi, ils vont être tristes aussi, il faut être toujours de bonne humeur. Quand on fait un métier qu'on aime, on l'est toujours d'ailleurs de bonne humeur. L'esprit d'équipe, parce qu'on a une bonne collaboration avec l'équipe et le chef d'établissement et nos supérieurs hiérarchiques, dont moi je dépends de Madame Gingel, en l'occurrence. Et puis il faut savoir aussi se remettre en question, parce qu'on se questionne tout le temps en tant que professeur sur la qualité, la pertinence de notre enseignement. Il faut avoir dans l'esprit, la seule priorité, c'est le bien-être des enfants, être à l'écoute et mettre en confiance aussi les enfants que l'on a. Nous, les enseignants, le catéchisme, et avec conviction et foi. Être professeur, c'est aussi maintenir de bons rapports avec les parents.
Et enfin, avoir toujours sa porte ouverte, c'est-à-dire être toujours disponible. Voilà. Et les parents, nous donnons beaucoup, et les parents et les enfants nous donnent aussi beaucoup. C'est pas un métier qui va à sens unique. Voilà. Quelle qualité tu privilégies? Une, parmi toutes celles-là, je vais avoir du mal à choisir. Faut être vraiment la motivation. Ouais, il faut, Sylvie? Je dirais peut-être le don de soi. Ouais. Alors moi j'ajouterais, parce que j'ai quand même enseigné quelques années, le sens de l'humour. Parce que si vous n'êtes pas capable de prendre du recul, y compris avec beaucoup d'ironie, alors prof du secondaire en plus, donc les adolescents, voilà, si vous n'êtes pas capable de prendre du recul sur ce que vous faites et sur l'ânerie qu'a pu faire vos élèves en face, ouf, voilà, ayez le sens de l'humour en plus de la bonne humeur, je crois. Oui, absolument, complètement, même au premier degré d'ailleurs. Voilà. Bon. Vraiment, on va pouvoir répondre à vos questions, hein, j'espère que, voilà, pour être plus précis. Moi, j'ajouterais simplement que dans l'enseignement privé sous contrat, vous êtes payé par l'État aussi. Hein. Alors, vous n'êtes pas fonctionnaire, puisque vous passez par un cursus différent, mais en revanche, ce sont les rectorats qui vous payent avec les mêmes échelles de salaire et les mêmes possibilités de carrière que dans le public, puisque vous êtes inspecté par les inspecteurs du public. Hein. L'enseignement privé sous contrat a signé des contrats justement en 1959 de façon à soulager les finances des établissements, puisque maintenant les professeurs sont payés par l'État. Voilà. Donc vous avez effectivement une garantie d'emploi aussi, qui n'est pas celle des fonctionnaires, mais qui est sûre, et je vais vous dire qui est d'autant plus sûre qu'actuellement des profs, on en manque, donc de toute façon, vous aurez toujours des emplois sans problème. Voilà. Ça ne doit pas être la seule motivation, mais je pense que ça peut en être une. C'est au moins une motivation pour mettre un pied dans la place. Et en principe, une fois qu'on a mis le pied dans la place, on y reste. Voilà. Sauf si on est très bien. Oui. Alors, c'est pas pas une question de poste dans la mesure où quand on regarde les pourcentages de réussite au concours, ils sont les mêmes. Parce qu'effectivement, il y a 5 fois moins de postes dans le privé, mais il y a aussi 5 fois moins de candidats. Donc à l'arrivée, mathématiquement, on est à la même chose. Non, je crois que nous avons la réputation. Alors nous, tous les enseignements privés sous contrat, sauf que l'enseignement privé sous contrat, c'est à 97, quelque chose catholique, donc effectivement, il y a une certaine hégémonie. Nous avons la réputation, peut-être davantage d'être des éducateurs et par conséquent d'encadrer mieux les élèves. Bon, moi je nuancerais parce que je connais un certain nombre de profs du public qui sont quand même de grands éducateurs et qui sont très attachés. Voilà, ce qui fait que ce que craignent les gens, c'est-à-dire se faire taper dessus, ils sont persuadés que ça n'arrivera pas dans le privé. Bon, c'est vrai que, bon, cela dit, ça arrive rarement dans le public aussi, hein, soyons sérieux. Voilà, je crois que c'est ça qui fait qu'on ait moins de pénurie. Cela dit, on a pénurie quand même. Hein. Moi, jusqu'à l'année dernière, je manquais de profs de maths, de physique, de sciences nat et de techno. Cette année, je manque de profs d'espagnol, d'anglais, de lettres. L'histoire géo, c'est pas terrible. La musique, n'en parlons pas, et l'allemand, il n'y en a plus. Voilà. Donc, vous voyez que vous avez un certain panel. Alors, sachez que si on est mère de 3 enfants ou sportif de haut niveau, on peut passer le concours sans condition de diplôme. Voilà. Tous les concours. Alors, les sites, vous avez des sites éducation nationale, et les sites concours, c'est SIAC, SIAC 1 et SIAC 2. Concours du premier degré, concours du second degré. Alors, ça dépend de chaque
de chaque concours. Donc là, je vais avoir du mal à vous répondre très précisément pour faire la liste. Oui, alors je peux répondre pour le second degré et puis sans doute pour le premier degré. Voilà. Alors, pour le second degré, en fait, le premier concours avant l'agrégation, c'est le CAPES ou CAFEP dans l'enseignement privé. Et ces concours, c'est en principe 2 épreuves écrites et ensuite, qu'on appelle donc qui donne une admissibilité, et ensuite 2 épreuves orales. Les épreuves écrites comme les épreuves orales portent sur des connaissances disciplinaires. Donc vous passez un CAFEP en maths, eh bien vous aurez effectivement une épreuve de maths importante, que ce soit à l'écrit et à l'oral, et également une épreuve un peu plus professionnalisante qu'on appelle une épreuve de didactique, où là on vous demande de travailler à la fois sur votre discipline et sur les programmes du lycée en principe, éventuellement du collège, mais du lycée. Donc un organisme comme l'ISFEC vous prépare à cela, mais vous avez aussi des préparations dans toutes les facultés publiques, bien entendu. Et par exemple, ce qu'on voit souvent arriver à l'heure actuelle, en ce moment, on a des suppléants, c'est-à-dire des professeurs qui sont rentrés sans avoir le concours, qui ont donc effectivement un emploi précaire, parce que ça veut dire qu'à tout moment, tant qu'on a besoin d'eux, on va les garder. Mais si jamais il y a un titulaire qui a son concours qui arrive, évidemment, on lui donnera le poste. Donc on recommande, surtout en ce moment où il y a une grande ouverture, il y a un concours supplémentaire au mois de juin, et on recommande de passer les concours. Eh bien, nous accueillons par exemple beaucoup dans toutes les facultés, qu'elles soient publiques ou privées, des personnes qui arrivent avec un M1 de tous les horizons, qui sont souvent déjà en poste, qui ont une suppléance quelque part, importante ou pas, et qui souhaitent justement affermir leur position en passant le concours. Donc on leur propose un cursus où ils vont, pendant une année, préparer à la fois le M2, les certificats qui leur manquent, le C2I, etc., sachant qu'ils pourront éventuellement le faire après le concours, et bien sûr une préparation importante au concours, pour qu'ils puissent réussir le concours. Donc nous avons énormément de recrutement dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui sont en reconversion aussi. Tu as les épreuves du concours, non, pour que ce soit oui, parce que moi je suis passée, moi je suis de l'ancienne, je suis déjà une vieille de déjà 10 ans. Donc pour réactualiser les choses maintenant, comme il y a eu des modifications, je veux que ce soit quand même Mme Gagel qui m'a... Alors a priori, à l'écrit, vous avez au concours, alors à ce jour, hein, donc avec toutes les réserves, tout à l'heure on ironisait entre nous en disant un ministre de l'Éducation nationale qui passe la porte de la rue de Grenelle, il est piqué par le virus de la réforme. Donc voilà, on est très en point d'interrogation, c'est pas facile pour nous d'ailleurs, et pour l'ISFEC non plus, puisqu'ils sont censés préparer leur programme. Actuellement, il y a donc une épreuve à l'écrit, une épreuve de français, une épreuve de mathématiques, et puis une épreuve d'histoire géo et une épreuve de sciences et techniques. Voilà. Et l'oral est aussi de la même façon, avec une épreuve de type didactique et entretien de jury. Voilà. À ce jour, c'est ça. Il semblerait qu'on veuille que le professionnel soit plus valorisé dans les épreuves du concours. Vous avez entendu le conditionnel. Nous, on a lu un certain nombre de choses ces derniers temps, mais tant que ce n'est pas publié, on préfère rester prudent. Voilà. Ce qui ne changera pas, c'est clair, c'est le niveau M1, M2. Ça, parce que c'est quand même lié à toutes les réformes européennes. Hein, et donc ça ne bougera pas. Voilà, ça c'est sûr. Oui, mais de toute façon, vous continuerez quand même votre discipline, oui. Parce que si vous lâchez votre discipline, ça va être tristouné au concours. Hein. Oui, mais... oui.
Voilà, je crois que Madame a raison, dans le sens où, effectivement, il est moins intéressant de continuer un master recherche. Et il vaut mieux faire un master enseignement, donc celui dont je vous parlais, un master professionnel enseignement. Donc vous avez une licence de physique, vous voulez devenir professeur de physique, vous avez intérêt à faire un master enseignement et non pas un master recherche, donc M1, M2, hein, et non pas un master recherche parce que effectivement vous allez commencer parallèlement à votre préparation au concours, c'est-à-dire vous allez continuer effectivement, hein, comme le disait Martine, et c'est très très important, il faut absolument continuer à travailler la physique à un haut niveau de manière à réussir le concours, mais parallèlement on vous prépare par toute une série donc, de stages et d'épreuves spécifiques dans votre master à devenir enseignant. Et donc, on vous donne des premières notions de pédagogie. Donc oui, tout à fait. Non, parce que de toute façon, en fin de M1, vous passez un concours qui, en secondaire, reste disciplinaire. Tout à fait. Donc, pendant votre année de M1, autant effectivement, vous faites un master des métiers de l'enseignement, donc vous aurez un parcours de type, j'ai envie de vous dire, pédagogique, avec effectivement pédagogie au sens, enfin, des cours de oui, des cours, hein, pédagogie, psychologie de l'enfant, de l'adolescent, etc. Et puis des stages, mais en même temps, la préparation du concours, elle est disciplinaire. À ce jour, il n'y a pas d'épreuve pédagogique au concours. Alors, je crois que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder absolument les plaquettes, parce qu'on propose beaucoup de choses, et si vous choisissez une licence d'enseignement, il faut absolument vérifier qu'il y a une préparation au concours, aux épreuves écrites du concours dans la discipline. C'est-à-dire, si le master enseignement ne vous propose pas ça, eh bien, effectivement, ne le choisissez pas. C'est le master, au lieu d'avoir un master parcours adolescence, vous avez un master parcours enfance, mais vous avez aussi un enseignement disciplinaire dans ce master, puisqu'on vous prépare au concours et aux fameuses épreuves. Vous avez des cours de maths, des cours de lettres, etc., puisqu'on vous prépare aux épreuves du concours. Tout à fait. Vous avez les deux. Hein. Vous avez un master qui est effectivement de type professionnalisant, c'est-à-dire qui vous envoie vers un métier, mais la préparation au concours, elle est disciplinaire. Alors, elle est multidisciplinaire si c'est professeur des écoles. Mais vous allez avoir des cours de discipline, parce que, en particulier, bon, si vous faites de la physique, vous allez être très très au point sur les maths, ça c'est clair, étant donné le niveau. En revanche, il va peut-être falloir retravailler de près les langues et les lettres. Alors si, c'est possible, mais il faut simplement regarder les maquettes, hein, de façon à être sûr. Mais c'est parce que les anciens UFM, qui ne portent plus ce nom-là, en principe ont mis sur pied ce type, mais il faut quand même regarder quel est le nombre d'heures d'enseignement de la discipline. Alors, écoutez, là, c'est un peu difficile, hein, et moi, je vais vous parler, évidemment, pour moi, c'est à l'ISFEC, nous préparons ces M1 et M2 d'enseignement, que ce soit pour le premier et le second degré, et nous avons effectivement une belle réussite, hein, cette année, pour le moment, tous ceux que nous avons présentés au concours, donc dans le second degré, puisque c'est dont je m'occupe, et bien finalement, il n'y a que dans la discipline espagnole où là, on n'a eu que la moitié
Mais pour tous les autres, eh bien, pour toutes les autres disciplines, on a eu quasiment 100% de réussite. Attention, à l'admissibilité, ils ne seront pas tous pris, malheureusement. Pour le privé, tout à fait. Vous devez choisir les sites. Vous savez qu'on s'inscrit maintenant systématiquement sur Internet. C'est le même site pour s'inscrire. En revanche, au moment où vous inscrivez, vous devez choisir, avant de passer les épreuves et à l'inscription, vous choisissez le concours du public ou le concours du privé. Et après, vous ne reviendrez pas en arrière. Si vous passez le concours du public, vous resterez dans le public. Et si vous passez le concours du privé, vous resterez dans le privé. Voilà. Donc, réfléchissez bien avant. Oui. Non, parce que les concours sont même jour. En particulier sur le secondaire, c'est même jour, même sujet, même jury. Donc, il n'y a pas moyen. Vous choisissez le public ou privé. Alors, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est passer plusieurs concours. C'est ce qu'ont fait certains de nos étudiants. Et on a certains de nos étudiants qui sont admissibles sur 2 concours. Par exemple, pour mettre plus de chance, mettre plus de chance de leur côté, ils ont passé le CAFEP en mathématiques, et puis à côté de ça, ils ont passé un KPLP, bon, je vous passe un petit peu les dénominations, en maths physique. Ou bien ils se disent, après tout, alors les KPLP, les CAPET, etc., c'est pour être professeur dans les lycées professionnels et technologiques. Oui. Non. Alors, les concours maintenant sont académiques. Donc, vous passez dans une académie et donc vous serez nommé dans cette académie. Alors, comment ça se passe dans le public? Je vais être un peu vague parce que je vous avoue que je n'ai pas les détails. Effectivement, vous émettez des vœux. Je crois qu'à l'intérieur d'un département, d'une académie, vous émettez des vœux départementaux et puis après, en fonction des postes. Voilà. Ce qui s'ajoute dans l'enseignement privé, c'est que chez nous, le chef d'établissement est maître du recrutement de son équipe. Ce qui fait que chez nous, vous allez postuler sur un certain nombre de lieux, vous rencontrerez les chefs d'établissement et votre nomination sera après l'avis du chef d'établissement. C'est-à-dire que vous avez un entretien et si le chef d'établissement dit oui, vous serez nommé par le recteur à la suite du chef d'établissement. Quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est bien parce que du coup, vous avez postulé dans des lieux et des écoles qui vous ont attiré, et puis vous êtes sûr au moins que vous êtes sur la même longueur d'onde avec le chef d'établissement. Voilà. S'il y a une supériorité, c'est celle-là. Bon. Hein? Ah, alors, pour postuler. Oui, le module spécifique. Oui, alors, il y a, et on va repréciser, alors, on demande, depuis qu'il y a un concours, vous savez, quand on a créé le concours en 1992, sauf erreur, le premier devait être en 93, on a lancé des inscriptions sur Internet. Et là, l'enseignement catholique a dit, attendez, stop, les gens s'inscrivent sur Internet, mais on ne les connaît pas. Et si vous voulez, jamais aucun de nous ne vous demandera votre certificat de baptême, ni si vous allez à la messe tous les dimanches. En revanche, si vous rentrez dans l'enseignement catholique, vous ne rentrez pas dans un lieu neutre. C'est l'enseignement catholique, donc il faut peut-être mieux quand même connaître un peu. Alors la première étape avant de passer le concours, c'est de passer ce que l'on appelle le préaccord. Et le préaccord, c'est un entretien avec 2 chefs d'établissement, ou 3, suivant les lieux, qui portent sur vos motivations pour l'enseignement en général et l'enseignement catholique en particulier. Si les chefs d'établissement vous disent oui, et si en plus de ça vous allez suivre à l'ISFEC le module spécifique dont Sylvie vous parlera, il faut savoir que c'est un engagement. À partir du moment où on vous a dit oui au préaccord, que vous suivez votre module, on vous doit un poste si vous avez le concours. Ce préaccord, c'est un engagement réciproque. Vous frappez à la porte, et si on vous dit oui, eh bien, quand vous avez le concours, vous devenez le problème de gens comme moi, puisque c'est en partie mon boulot. À moi de me débrouiller pour vous trouver un poste. En général, on y arrive, vous inquiétez pas. Module spécifique, Sylvie? Oui, alors, le module spécifique, c'est pour ceux qui ne suivent pas notre
cursus, parce que si effectivement vous suivez le cursus à l'ICP, c'est-à-dire dans un des instituts de la Cato à Paris, eh bien, vous êtes dispensé de ce module spécifique, non pas du préaccord bien entendu, mais vous êtes dispensé du module spécifique tout simplement parce que dans votre cursus de main ou de M2, eh bien, vous avez une approche des religions et donc il est inutile d'aller plus loin. C'est compris, si vous voulez, dans le master. Si effectivement vous décidez d'entrer dans l'enseignement catholique tout en suivant des masters dans l'enseignement public, on vous demandera de suivre ce qu'on appelle le module spécifique, c'est-à-dire une série d'enseignements de quelques heures réparties sur l'année, et c'est évidemment entièrement gratuit, bien sûr. On ne vous demande pas pour cela, vous avez simplement à vous inscrire, c'est tout. Et on vous accueille. Sachez que si vous, dans tous les départements, vous avez plus ou moins organisé de façon différente. En tout cas, en Ile-de-France, il y a des interlocuteurs. Vous avez des services de l'emploi, alors qui s'appellent services des ressources humaines, services de l'emploi, ce que vous voulez. On est là aussi pour vous renseigner. Donc, vous tapez DDEC, allez, au hasard 92, et vous allez trouver mon nom, mon numéro de téléphone, mon mail, etc. Et donc, vous pouvez, n'hésitez pas, la même chose si vous faites des DEC 75, 95, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, on est là pour ça. Moi, j'ai envie de vous dire qu'en plus ça, recevoir les gens et répondre aux questions, c'est pas ce que je fais de plus désagréable dans la journée. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je pense à l'ISREC aussi. Oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire. Il suffit, vous avez le sigle en bas, sur un moteur de recherche, de taper ISFEC Île-de-France et vous aurez effectivement l'ouverture du site. Et là encore, vous trouverez numéro de téléphone et surtout beaucoup d'explications et de renseignements sur les parcours que nous proposons et les préparations au concours évidemment. Plus de questions? Oui. Oui. Alors, c'est sur ce qu'on appelle le caractère propre dans la loi, parce qu'on ne pouvait pas mettre instruction religieuse, et donc qui porte sur qu'est-ce que c'est que l'enseignement catholique. Voilà, qu'est-ce que c'est que l'enseignement catholique, comment ça fonctionne, histoire que quand vous passez le concours, vous soyez sûr de l'endroit où vous rentrez. Voilà. Mais encore une fois, on ne vous demandera pas compte de votre conscience. Surtout pas. Alors, on valide son concours et on prend un premier poste dans l'académie où on a passé le concours. Ça, c'est indispensable. Et puis après, on rentre dans le mouvement des mutations. L'enseignement catholique a des accords pour l'emploi qui établissent un certain ordre de priorité, etc. Contrairement à l'enseignement public, il n'y a pas des points, des trucs et des machins. Il y a des ordres de priorité et vous rentrez dans le mouvement des mutations et c'est possible. J'aurais été plus prudente il y a 5-6 ans, mais actuellement, ça se fait, alors en fonction des postes, mais c'est vrai que le mouvement des retraites est bien parti en province, pas moins en Ile-de-France, ça doit être le prix du mètre carré de logement qui doit changer les choses, mais en province c'est bien, et moi j'ai tous les ans des candidats qui partent en province. Voilà. Et d'ici 5-6 ans, à mon avis, vous partirez comme vous voulez. Ah, vous faites votre formation où vous voulez et vous vous inscrivez au concours où vous voulez. Donc, si vous prévoyez, vous vivez en Ile-de-France, vous êtes à l'ISFEC Ile-de-France et vous savez que pour une raison ou une autre, vous allez déménager, eh bien, vous passez votre concours dans l'académie où vous allez déménager. Ça sera plus simple que de le passer à Paris parce que vraiment, si vous passez dans une académie d'Île-de-France, il faudra le valider dans l'académie d'Île-de-France. Aller le valider ailleurs, c'est possible, mais c'est compliqué. Oui. Ah, vous pouvez, le concours du premier degré en particulier, moi j'ai tous les ans des suppléants qui passent dans 3 académies différentes. Voilà, pourquoi pas. Dans le public.
non, non. Non, les concours du second degré sont nationaux. Bon, vous passez dans une académie où quasiment, si c'est un CAPES ou un CAFEP, vous allez rester. Mais s'il n'y a pas de poste, ce qui est de plus en plus improbable, on vous envoie n'importe où. Voilà, enfin n'importe où. Voilà, on vous envoie où il y a des postes. Alors, dans l'enseignement privé catholique, dans l'absolu, c'est pareil. Dans la pratique, vous ne resterez pas forcément dans l'académie où vous avez passé le concours. En revanche, vous êtes sûr de rester en Île-de-France. Alors, vous allez passer l'académie de Paris, puis peut-être bien que vous allez atterrir chez moi, parce que voilà, dans votre discipline, il n'y avait plus de place sur Paris même, parce que les candidats sont beaucoup plus nombreux sur Paris, mais vous resterez en Île-de-France. Certains provinciaux arrivent en Île-de-France parce qu'il n'y a plus de poste chez eux, mais c'est dans des lieux où la population est plus réduite, donc il y a moins d'écoles, moins d'enfants, et voilà, ils déménagent. Mais en Île-de-France, on ne bouge pas. Oui, dans les accords pour l'emploi, il y a une priorité rapprochement familial. Oui. Et une priorité perte d'emploi. Oui. Oui. Quelqu'un qui perdrait son emploi parce que dans l'établissement, on ferme des classes, c'est priorité absolue pour le diocèse concerné. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème parce que moi, depuis que je suis à la direction diocésaine des Hauts-de-Seine, j'ai fermé 2 établissements et personne n'est resté sur le carreau. Là, je n'ai pas fermé des classes, mais des établissements. Hein, donc il n'y a pas de problème. Vous êtes bien entendu ultra prioritaire. C'est tout. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à nous interroger. Oui. Si, pour moi, oui. Si vous voulez faire des remplacements, il faut que vous envoyiez à votre direction diocésaine un CV, une lettre de motivation. Voilà. Après, moi, les CV arrivent sur les bureaux des responsables. Je regarde les diplômes. On fait tous ça, on fait tous de la même façon. Hein. Et on vous convoque en réunion d'information, où on vous fait une réunion d'information pour vous présenter l'enseignement catholique, les suppléances, et dans la mesure où on a les informations, on vous parle aussi des concours. C'est quand même une réunion de 2 heures qui est assez complète, pratiquement dans tous les diocèses. Ça se passe comme ça. Là, on vous donne un dossier, et puis vous remplissez le dossier, et on vous demande là les copies de votre diplôme. Moi, je vérifie. Le seul problème, quand vous avez fait une école de commerce ou une école d'ingénieur, c'est d'être sûr que le diplôme est bien habilité. Il faut que ça soit écrit en tout petit en bas du diplôme. Parce que si effectivement il n'est pas habilité, le rectorat ne le reconnaît pas et donc on ne peut pas vous employer. Oui, mais il faut que, voilà, votre formation soit habilitée. Tout en bas du diplôme, dans la charte de l'établissement. Vous voyez ça avec l'établissement, ils vous répondront, hein, ils savent s'ils sont habilités ou pas. Non. C'est le rectorat qui bloquera. C'est-à-dire que si vous sortez d'un établissement qui n'est pas habilité éducation nationale, le rectorat va dire stop, cette personne, je ne l'emploie pas. Et comme en général, ils mettent 2 mois à vérifier un dossier, c'est embêtant si vous avez commencé à travailler. Souvent. Non, vous commencez la candidature comme vous voulez. Après, si vous voulez, dans les services de l'emploi, on sait à peu près précisément quelles écoles sont habilitées ou pas. Bon, et si on a un doute, on sait exactement où s'adresser. Donc, moi, si vous voulez, si je vois arriver un diplôme bizarre, entre guillemets, eh bien, je vais chercher, en particulier sur Internet, est-ce que oui ou non, ça sera reconnu par l'État. Et si c'est pas reconnu par l'État, moi je vais vous renvoyer un gentil petit mot ou un gentil petit mail pour vous dire je suis désolé mais je ne peux pas vous employer. Voilà. Oui, mais vous tapez DDEC 92 sur Google, il n'y a pas de problème. On a tous des sites, comme les établissements. Hein. L'ISFEC a un site, presque tous les établissements ont des sites, et les directions diocésaines aussi. Commencez par la direction diocésaine.
Voilà. Commencez par la direction diocésaine parce que nous sommes plus faciles à joindre que le rectorat. Par définition. Ça a pu échapper au responsable de l'emploi. Moi, il arrive que de temps en temps, c'est en voyant arriver le dossier constitué, je m'aperçois que le diplôme n'est pas habilité. Bon, dans ces cas-là, j'envoie un mail, j'envoie un courrier priant de m'excuser, et puis je dis non. Mais en général, on se fait assez peu piéger. Bon, ça dit, nous ne sommes pas infaillibles, bien qu'enseignement catholique, nous ne sommes pas infaillibles. On peut se tromper. Voilà, de moins en moins, mais on peut se tromper. D'autant plus qu'on travaille tous ensemble. Et dans les services de l'emploi, on a tous des compétences différentes. Donc on se passe des coups de fil du style ce diplôme-là, tu le reconnais ou pas? Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Oui, madame? Ah, mais vous ne demandez pas un salaire, vous avez les salaires éducation nationale. Ah, alors, un suppléant débutant du premier degré, donc instituteur, ça c'est la question que j'aime pas. Ça frôle les 1300 bruts pour un temps complet. Et un suppléant du secondaire, ça frôle les 1500 bruts pour un temps complet. Un suppléant. Hein. Quand vous avez le concours, le premier échelon des concours, c'est un peu plus de 2000 euros. Mais vous ne restez au premier échelon à 2000 euros que pendant votre première année de professeur stagiaire. Après, vous passez tout de suite au troisième échelon. Voilà. Alors, excusez, là, je n'ai pas les salaires dans la tête, j'ai les salaires de base. C'est vrai que si vous voulez faire fortune, vous ne venez pas dans l'enseignement. On est d'accord là-dessus, hein, voilà. Alors, vous y trouverez d'autres joies. Pour être un peu bête, je vais vous dire, il y a les vacances. Non, parce que c'est vrai que, voilà, c'est pas négligeable. Vous ferez 18 heures devant élèves si vous êtes dans le secondaire, 27 si vous êtes dans le primaire, en n'oubliant pas que l'État ne vous fait pas de cadeau, c'est-à-dire qu'à la maison, il faudra préparer ses cours et corriger ses cahiers ou ses copies. Et que, en gros, ça double le temps. Hein. Ne nous leurrons pas. Tout à fait. Mais en revanche, on le fait quand on le souhaite. C'est-à-dire que... Et ça, c'est... Chez soi. Voilà. Chez soi, la nuit, si on en a envie et qu'on veut faire autre chose le jour, etc., on s'organise comme on le souhaite. Et ça, c'est tout de même important. Et c'est vrai que voilà, c'est pas un métier où vous ferez fortune, c'est clair là-dessus. Alors, en fin de carrière, un professeur du secondaire, en fin de carrière, ça frôle les 4000 euros bruts.